Avec nous, vous êtes chanteur, tout le monde vous connaît et vous aimez la France. Vous savez, cette émission, c'est aussi une émission où on parle de notre époque, où on parle de la France. Vous l'avez chantée, la France, et je voudrais justement qu'on réécoute cette chanson que vous venez de sortir, qui est une chanson qui s'appelle... Pondue tout récemment. Tout récemment, et elle s'appelle Ma France à moi. Ma France à moi, elle est joyeuse, elle dit bonjour et comment allez-vous? Mais elle sait dire non, elle est frondeuse, on ne la fera jamais mettre à genoux. Ma France à moi, c'est Ma France à moi, elle dit bonjour. Je vais d'ailleurs dire bonjour. Bonjour Titiou, bonjour Nicolas, Titiou Lecoq, Nicolas Domenac, à mes côtés tous les dimanches soirs. Ensemble, on a réécouté du coup toutes vos chansons, Pierre Perret. D'abord sur cette France, on va revenir sur le climat aujourd'hui, sur les gilets jaunes pour lesquels vous avez depuis le début de la bienveillance, je dirais même presque de la tendresse. Cette France à vous qui est joyeuse, est-ce qu'aujourd'hui vous dites véritablement qu'elle l'est toujours ? Ah, elle n'est pas joyeuse aujourd'hui avec tout ce qui se passe, certes. Mais les Français sont des gens de tempérament joyeux. Et ils sont généreux, on le voit à chaque fois qu'il y a des catastrophes, n'importe quoi, la solidarité, Coluche, etc. Enfin bon, c'est la France, ça. Et cette France-là, elle est en train de s'abîmer considérablement et ça, personnellement, ça me blesse beaucoup. Voilà. Vous dites que vos parents auraient été gilets jaunes. Oui. Bien sûr. Mes parents, quand j'étais enfant, ils tenaient un café et il y avait que des pauvres gens comme ça pour qui le mois s'arrêtait le 14 du mois, c'était fini, ils n'avaient plus rien. Ils vivaient vraiment misérablement. Et aujourd'hui, il y a quand même une certaine couche de la société française qui a retrouvé ces choses des années 45-50. Cette façon de vivre. Et c'est très brutal, on n'a pas droit aujourd'hui d'avoir les appels, toutes les demandes qu'on a tous les jours. Acheter ci, acheter là, acheter un iPhone, acheter une télé. Voilà. Et vous n'avez rien pour acheter rien. Alors vous n'avez déjà rien pour manger. Ça veut dire quoi? C'est le décalage aussi avec cette société de consommation pour vous? Aussi. C'est, à mon avis, c'est un grand schisme et qui est une grande farce, une mauvaise farce, ça, d'inciter les gens sans arrêt à profiter du luxe, de tas de choses. Et déjà, s'ils n'ont rien dans l'assiette que des nouilles et du riz, eh bien, c'est un peu... Arrêtons de les narguer, vous voulez dire, avec finalement ce luxe auquel ils n'ont même pas accès? Oui, 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 je suis sûr que c'est quelque part une agression qu'on leur fait. Et je ne trouve pas ça bien. Je voudrais qu'on revienne sur votre mot. Vous disiez la France, elle est en train d'être abîmée. Elle est abîmée par cette misère que vous décrivez. Vous dites d'ailleurs que la misère est patiente. Oui. Qu'en gros, elle a enduré beaucoup, qu'elle sort beaucoup. Bien sûr. Les gilets jaunes, ça remonte de très loin, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit, c'est pas humain de voir ce qui se passe. Parce que, vous savez... On a arrêté beaucoup de gens qui ont fait des déprédations de toutes sortes partout. Ce n'est pas les gilets jaunes. Les casseurs, ils les connaissent. Il y a plein de gilets jaunes en tôle. À chaque fois, après les manifestations du samedi, j'ai encore jamais vu de casseurs en tôle. Vous avez le sentiment, du coup, qu'ils payent pour les casseurs? Bien sûr. Mais parce que quand vous dites... Pour moi, la France est aujourd'hui en train d'être abîmée. C'est pas les casseurs pour vous qui abîment, c'est presque la souffrance. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qui abîme aujourd'hui? Est-ce que quand même, quand vous voyez ces images, jour après jour, vous avez vu sans doute les images aussi de cette policière, on a vu les images tout au long de la journée sur BFM TV, de cette policière qui est prise à partie dans sa voiture, qui se retrouve coincée dans un embouteillage, prise à partie très violemment. Ça abîme aussi? Vous n'aurez pas des gens comme le charmant jeune homme que j'ai entendu défendre les gilets jaunes tout à l'heure, qui s'appelle le Cauchy, je crois. Voilà, Benjamin Cauchy. Ou la petite Ingrid qui voulait se présenter pour les Européens. Ingrid Levavasseur. Eux, c'est des vrais gilets jaunes, avec des revendications légitimes, qui sont des gens intelligents, sensibles, c'est pas des casseurs. Et les casseurs, tout ce qu'on voit autour, c'est quand même beaucoup les casseurs, et beaucoup de gens qui ont à l'avance prémédité d'aller foncer et de plus ils sont discrédités, les gilets jaunes, et j'ai l'impression que plus ça arrange beaucoup de gens. Vous parliez à l'instant d'Ingrid Levavasseur, elle était dans les manifestations aujourd'hui et finalement elle a été obligée d'en être exfiltrée tant il y avait de violence entre gilets jaunes à son encontre. Écoutez ce qu'elle disait.
La manifestation depuis 11h se passait très bien, tout allait très bien. Et puis je me suis retrouvée à un moment donné dans un noyau dur. Et puis je pense que l'escalade de haine et de violence se fait. Et puis voilà, on tombe dessus. Alors que je pense qu'ils n'ont même pas encore compris que j'étais sortie du fait d'aller aux listes européennes. Ils n'ont pas encore assimilé ce fait-là et ils se permettent ce genre de comportement. Je trouve que c'est très déplorable parce que, encore une fois, ça va donner une mauvaise image du mouvement alors qu'on est tous des gilets jaunes. C'est dommage, mais je ne plierai pas pour autant, c'est pas grave. C'est exactement ce qu'elle dit. Les premières victimes, c'est eux. C'est les Gilets jaunes, vraiment. Parce que les purs, c'est un mouvement pur au départ. Et les récupérations diverses qu'il peut y avoir par, d'abord, les agressifs, les racistes, les connards, parce que des connards, il y en a partout, même chez les Gilets jaunes. C'est bien, c'est qu'au moins avec vous, les mots sortent. Ben, écoutez, moi, vous savez, j'ai payé comptant dans mes chansons tout au long de ma vie. Je me suis jamais retenu pour écrire le moindre mot que j'avais envie d'écrire, s'il me paraissait juste. Et là, en l'occurrence, eh bien, pour moi, c'est vraiment des victimes aujourd'hui, les Gilets jaunes, les vrais purs Gilets jaunes, et leurs revendications. Elle a même été traitée de collabo. Et qui sont en train de trouver ça immonde, eh ben, ils ont raison. Nicolas. Non, c'est ça qu'on a du mal à comprendre. D'ailleurs, vous-même, vous avez eu une enfance pauvre, mais avec beaucoup d'amour. C'est ce que vous racontez, ce que vous dites, d'ailleurs, ce qui ressort de certaines de vos chansons. Et dans ce mouvement, c'est un peu... ce qu'on ne comprend pas, c'est que c'est parti, au départ, avec beaucoup d'amour aussi. Quand ils se sont retrouvés, il y avait de la fraternité dans ces ronds-points. C'est pour ça que je vous dis, c'est pur. Oui, au départ... Mais vous n'êtes pas en train de l'idéaliser un tout petit peu, ce mouvement, quand vous dites c'est pur? Non, j'idéalise pas du tout. Je pense que ces gens sont sincères et qui sont vraiment dans la misère et physique et morale parce que aujourd'hui on n'a plus le droit de vivre comme ça. Et si on retrouve la France de Coluche, celle qu'il a voulu commencer à défendre, parce que Coluche, qu'est-ce qu'il a fait? Il a défendu les premiers gilets jaunes. C'était ça déjà dans la mentalité et dans la vraie vie pour eux. Eh bien, aujourd'hui, on n'a pas le droit de retomber là-dedans, c'est pas vrai. Est-ce qu'ils peuvent encore retrouver ce souffle-là, cette force, cette pureté, comme vous l'appelez, du départ? Ou est-ce qu'à votre avis, il faut inventer autre chose, il faut tourner la page, parce que tout est corrompu, chaque manifestation, on voit bien, est corrompue par ça? Alors, moi, j'ai très peur. J'ai très peur parce qu'ils sont en train de se faire récupérer par des tas de salopards à droite, à gauche, et qu'on fait l'amalgame à la fin. Moi, je rencontre que des gens qui me disent « Ah, maintenant, il y en a marre, ils cassent les vitrines, ils font ci. » De toute façon, tout le monde fait l'amalgame, c'est eux. C'est les Gilets jaunes. Alors que on est en train, justement, de semer des petits cailloux pernicieux autour d'eux pour justement... Les écarter, annihiler leur mouvement, qui est un mouvement nécessaire aujourd'hui. C'est nécessaire. Comment on fait, du coup, pour justement prendre sa distance avec ceux que vous appelez les connards, dont vous dites qu'ils se sont en quelque sorte infiltrés dans le mouvement? Comment est-ce que les Gilets jaunes, dont vous dites qu'au départ, il y a quand même une pureté et une nécessité même de revendication, comment est-ce qu'ils font? Est-ce qu'il faut qu'ils inventent autre chose? C'est, je pense, le sens de la question de Nicolas, qui dit, au fond, semaine après semaine, ces manifestations le samedi, ça ne marche plus, il faut trouver autre chose. Alors, vous savez, s'ils ne sont pas aidés par ce gouvernement, ils s'en sortiront jamais. Mais d'être aidés, pour eux, c'est être récupérés. Ils ne veulent pas être récupérés. Voilà. Donc, pour le moment, ils ont vraiment le cul entre deux chaises, là, et c'est très grave pour eux, parce que leur mouvement, qu'est-ce qu'on attend d'eux? Et le gouvernement, entre autres, j'en suis persuadé, c'est qu'ils s'essoufflent, qu'ils perdent du poids, de la vitesse, et que, finalement, les casseurs qui sèment le trouble, etc., ne sont pas si malvenus que ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de casseurs en tôle. Vous voulez dire que pour le gouvernement, c'est pas si mal qu'il y ait les casseurs, quoi? Ah, j'en suis persuadé, oui. Parce que ça décrédibilise le mouvement? Complètement. Et c'est pour ça que ça s'installe pour vous et qu'il n'y a pas véritablement de contrôle de la violence? Non, pas du tout. Et je pense que c'est pas un hasard. Titu. Et du coup, sur les casseurs, ça me fait penser à mai 68 et les étudiants qui étaient présentés comme des hordes de barbares qui mettaient Paris à feu et à sang. Le fait que là, il n'y ait pas de grève générale, de très grosses manifs, moi, je n'ai pas vécu mai 68, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de festif et de très national qui ne se passe pas là avec les Gilets jaunes. Les gens les soutiennent dans les sondages, mais derrière, en mobilisation,
pour faire plier le gouvernement, c'est compliqué quand même. On ne peut pas faire de comparaison avec mai 68. J'ai connu mai 68. Je chantais déjà en mai 68. Mais mai 68, je vais vous dire, les gens s'emmerdaient. Ouais. C'est tout. Là, ils souffrent. Et C'était tous les presque gens- un truc d'enfant gâté? Oui, oui, beaucoup. Ah oui, quand même. C'est pas Cohn-Bendit et les gars qui étaient des miséreux autour de lui, ses copains et tout ça. C'était pas du tout ça. Mais globalement, vous dites que c'était un peu une révolution d'enfant gâté, quoi. Alors qu'aujourd'hui, à l'inverse, Aujourd'hui, ça c'est n'a de rien ceux, à voir. c'est des vraiment miséreux. des gens qui n'en peuvent plus de jamais partir en vacances, de ne pas pouvoir acheter des pompes à leurs gosses et de ne pas pouvoir mettre quelque chose dans la marmite qui soit plus consistant que des nouilles. Voilà. Vous avez dit s'ils ne sont pas aidés par le gouvernement. Est-ce que la réponse, malgré tout, du gouvernement d'Emmanuel Macron, qui a mis 10 milliards sur la table, est-ce que vous estimez que ça ne suffira pas? C'est quoi? C'est comme mettre un couvercle sur une marmite? À peu près. C'est à peu près. L'image est bonne, je la prends. Oui. Vous savez, si jamais ils se taisent aujourd'hui, ça va arranger beaucoup de gens, c'est sûr. Et vous voudriez que le gouvernement change quoi, par exemple? Vous avez le pouvoir de dire Emmanuel Macron ne fait plus ceci ou fait cela. Alors Vous écoutez, voudriez vous quoi? savez ce qu'ils ont fait après, à la sortie? Ils ont été déjà récupérés, les accords de Grenelle après mai 68. Bon, mais Donc déjà, on peut ils ont quand même un doublé. peu comparer. Vous y revenez. Oui, non, parce que pour sortir de ce marasme dans lequel De Gaulle se trouvait à ce moment-là, et ça lui plaisait pas beaucoup, Non, ils on ont imagine. doublé le SMIC à ce moment-là. Et ça s'est calmé. Essayez de doubler le SMIC aujourd'hui, vous allez voir. Si on, Vous a- si on doublait le SMIC, vous pensez que pour le coup, ça s'arrêterait? Oui. Déjà, quand ils ont dit, bon, allez, d'accord, ça vous met en colère, eh bien, l'essence, on n'y touche plus, très bien. Et puis après, on va vous donner un petit peu plus comme ça. Voilà, un petit peu de comme ça. Et non, ils ont fait que des petits peu. Et quand ils ont commencé à toucher aux retraites, des gens qui ont bossé toute leur vie, qui touchent une retraite minime, ils leur enlèvent encore là-dessus. Et quand les APL, c'est une honte, les APL. Je suis désolé, moi. C'était un mauvais signal. C'était en Mais plus. oui, vous pouvez peut-être pas le dire ici, mais moi je m'en fous. je Ah le non, dis. mais on peut dire tout ce qu'on veut. C'est précisément un espace de liberté. Allez-y, Pierre Perret. Eh ben voilà, mon espace de liberté, c'est de dire ces choses-là. Et ça, c'est honteux. On ne peut pas laisser perdurer ça. C'est pas vrai. Il faut remettre les choses d'équerre et faire retrouver de la dignité aux gens. C'est tout. De la dignité. C'est exactement là-dessus que je voulais revenir, parce que vous dites que vos parents auraient pu être gilets jaunes, qu'ils ont vécu cette situation où on n'a plus un sou le 15 du mois, où on travaille 15 heures par jour et où on ne s'en sort pas. Oui. Pourquoi est-ce que, à la génération de vos parents, je dirais pas qu'on s'en contentait, mais on courbait les chignes, et aujourd'hui, au contraire, on le refuse? Alors, je vais vous expliquer, puisque je l'ai vécu aussi. Vous avez plus un perdreau de l'année devant vous, donc c'est pour ça que je me permets de parler de ça. On sortait Ça de a la du guerre. bon l'ancien monde, hein, de temps en temps, Pierre On Perret. sortait de la guerre. Ouais. Il n'y avait rien. Vous savez que jusqu'en 1946 ou 47, il y avait encore des tickets. On faisait la queue encore pour avoir du pain. On sortait de zéro, là. Là, on avait zéro. Pendant la guerre, c'était la bataille au couteau pour arriver à becqueter. Et vous Eh aviez bien- des rutabagas et maintenant on se bat pour manger des rutabagas. Ah oui, quand je vois Maintenant, c'est bio une et carte de bobo. restaurant, Maintenant, les c'est légumes bio oubliés, et les bobo. topinambours et les rutabagas. Alors qu'à l'époque, franchement, on n'en pouvait plus des rutabagas. Alors là, à l'époque, c'était l'indigestion. C'est devenu mode, les rutabagas, Ne comme me quoi, parlez franchement. plus des rutabagas. Mais donc, du coup, vous dites on encaissait davantage parce qu'on avait connu Mais la par la guerre. force des choses. Apolline, par la force des choses. On ne pouvait pas, personne n'avait des sous, même pas l'État à ce moment-là. Aujourd'hui, vous avez le sentiment que c'est un mouvement aussi contre le président des riches, c'est-à-dire que en prenant ce genre de mesures, comme vous disiez à l'instant, c'est-à-dire la baisse des APL parallèlement à la suppression de l'ISF, est-ce que pour vous c'est ce qui a mis, parce qu'on se demande qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres, qu'est-ce qui a été, si tout cela couve depuis Mais si longtemps comme vous le dites, Ils ont enchaîné les maladresses. Ils ont enchaîné les maladresses. Toutes ces maladresses-là, les APL, touchés sur les retraites qu'ils ont fait, etc. Ils ont fait des cadeaux, mais pas aux pauvres. C'est aux pauvres qu'ils ont pris le plus tout au long des dernières années.
Et ces gens-là, comment voulez-vous qu'ils se défendent s'ils ne descendent pas un jour dans la rue pour dire on veut pas les entendre? Mais vous dites ça fait très longtemps. Vous dites ça fait longtemps que ça couve. Oui. Et du coup, si ça couve depuis si longtemps, pour vous, quelle est l'étincelle? Quel est le moment où on se dit c'est plus possible? Eh ben, ils ont loupé le coche quand ils ont fait des revendications simplement avec le carburant. Ils leur auraient accordé ça. Et finalement, ils ont là. traîné. Voilà. Même peut-être ça, simplement, ils l'auraient remis sur les rails et peut-être tout le monde se serait écrasé. Quand ils ont dit non, qu'ils ont voulu être inflexibles comme ils l'ont été, eh bien, personnellement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ils vont le payer. Ils vont le payer. Et c'est vrai que quand une révolte couve, le jour où le couvercle saute, eh ben, on ne sait plus où ça s'arrête. Vous devriez être conseiller à l'Élysée. Hein. Ouais. Vous devriez lui parler au président. Oui, mais alors voilà, vous avez un discours sur les Gilets jaunes. Vous comprenez la misère, etc., très dans le soutien et très dans l'humain. Mais est-ce oui, que je vous l'ai connu, trouvez je pas la connais. que parmi vos collègues artistes, voilà, on les entend pas trop sur le sujet, quoi? Du côté du peuple, on les entend pas. Ben, vous savez, parce qu'il y a des gens qui ont peur pour leur carrière. Moi, j'ai peur de rien, je m'en fous. Moi, j'ai fait un grand tour déjà. Et vous ne trouvez pas que c'est décevant de ne pas avoir voilà, des artistes, des musiciens, des auteurs qui soient aux côtés des Mais gens je qui l'ai été manifestent? déjà par les artistes sur des tas d'autres sujets. Vous savez, moi, j'ai écrit des tas de chansons qui n'étaient pas sans risque. Oui. La Sur bête les est migrants. revenue, Lily, la femme grillagée, sur tous les sujets, chaque fois que quelque chose m'a paru injuste, énervant, insupportable, je l'ai écrit. Et d'ailleurs, cet album, le dernier, là, je ne suis pas là pour vendre cet album. Non, mais de fait, si on écoute vos chansons, c'est effectivement, notamment sur les attentats, des chansons sur les attentats, des chansons sur les femmes voilées. Cette chanson que vous écrivez, vous dites femme voilée, ça c'était en 2010. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées. Ça, c'est aussi, ça a toujours été des chansons très engagées. Oui. Et je voudrais justement, avant qu'on fasse une petite pause, qu'on réécoute Lily, parce que Lily, précisément, c'est sur le pays de Voltaire. Et on marque ensuite une pause. Lily, elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais